Tous les partis politiques ont convenu du principe de l'audit du fichier électoral avant sa remise à la Commission électorale nationale indépendante. Déclaration faite ce matin par le chef de file de l'opposition, Seynou Morou, après une visite au Centre national de traitement du fichier électoral. On en parle dans cette édition, prévue pour s'ouvrir après-demain. L'édition 2015 du Festival international de la mode africaine FIMA est reportée à une date ultérieure. L'annonce a été faite cet après-midi par l'organisateur principal. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information en ce lundi 23 novembre 2015. Nous débutons cette édition avec une série de communiqués de presse. Le premier nous vient du Bureau exécutif national de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, qui s'est réuni le samedi dernier pour se pencher sur la situation née du retour au Niger de l'ex-président de l'Assemblée nationale, président du parti Modern Lumana Africa, M. Hama Amadou. Le ANDDH constate avec regret la multiplication par les forces de l'ordre des arrestations tous azimuts et le placement en détention avant et après l'arrivée de M. Hama Amadou de plusieurs membres et certains leaders de l'opposition avec une prédominance des militants du parti Modern Lumana Africa. Comme à l'accoutumée, poursuit le communiqué, ces militants sont parfois remis en liberté sans être présentés à un juge, ce qui laisse penser qu'il ne s'agissait que de séquestration gratuite et arbitraire dans les locaux de l'école de police. La persistance de cette pratique, poursuit le communiqué, n'honore point notre démocratie. Dans la même foulée, des journalistes dans l'exercice de leur métier sont arrêtés et leur matériel de travail confisqué par les forces de l'ordre, dont l'usage excessif de la force dans le cadre des opérations de maintien de paix et de l'ordre plutôt est devenu récurrent. La liberté de la presse et tous les textes dont la signature présentent le Niger comme un pays respectueux de cette liberté, spécialement la table de la montagne, se trouve ainsi mise à mal. Au regard des risques graves que présente un tel climat, s'il se maintenait pendant cette période cruciale pour l'unité nationale et la liberté d'expression et de presse, qu'est la période électorale donc, le ANDDH, tout en condamnant fermement toute forme d'arbitraire et d'abus du pouvoir, interpelle l'ensemble des acteurs politiques pour mettre en avant l'intérêt du Niger dans les actes qu'il pose afin d'épargner à notre pays les épreuves découlant d'une gestion désastreuse du climat politique ambiant. Fait à Niamey le 21 novembre 2015 pour le ANDDH, son président, le professeur Jibril Abachi. Le deuxième communiqué nous vient de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, l'ANDC plutôt. L'Association nigérienne pour le civisme et la croissance observe aussi depuis un certain moment avec indignation et consternation la dégradation et le pourrissement du climat social ainsi que le ternissement de la noble image de notre chère nation à cause des agissements et autres comportements irresponsables et honteux de certains acteurs politiques pour leur seul intérêt égoïste, mondain et éphémère. Au regard d'un tel contexte, l'association, au nom de l'idéal du changement profond des mentalités et des comportements, interpelle les consciences de cette race de politiciens qui n'a de valeur que la haine, la trahison, le complot continu, l'injustice et la course effrénée à la richesse illicite par tous les moyens à se ressaisir pour véritablement s'assagir et être les gardiens des valeurs sacrées d'amour du prochain, de tolérance, de justice, de fraternité, d'esprit d'unité nationale, de pardon et de sagesse qui sont le socle de notre société et la garantie de la promotion et de la préservation des valeurs républicaines et démocratiques. En effet, il est temps que la classe politique nigérienne, poursuit le communiqué donc, prenne conscience du véritable danger qu'elle encourt du fait que le peuple ne saurait continuer à l'observer dans un silence complice et dans une passivité qui frise la naïveté, faire son jeu d'enfantillage inutile et malhonnête, prenant ainsi en otage le destin de tout un peuple résolu à bâtir une société digne et prospère. En témoignent les millions d'hommes et de femmes réunis dans divers corps professionnels et de métiers qui travaillent chaque jour avec fierté, dévouement et sans relâche pour léguer à la postérité une nation de paix, de quiétude sociale, de grande richesse plutôt et de prospérité garantie. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDDC, en appelle davantage à la retenue et au respect mutuel dans les débats contradictoires radio-télévisés, à la promotion du dialogue social, à la concertation continue dans les prises de décision qui engagent la nation, à la participation effective aux grandes actions de construction de la nation, à la critique objective et à des recommandations pertinentes, ainsi qu'à une prise de conscience collective dans les intérêts supérieurs de la nation. L'ANDC plutôt, la clé de notre développement reste et demeure un esprit civique fort et responsable, fait donc à Niamey ce jour 23 novembre 2015
signé le président de l'association, M. Moussoulmi Malamsita. Le troisième et dernier communiqué émane de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a été attirée, la CENI donc dont l'attention a été attirée sur la circulation de bulletins de vote comportant la mention Commission électorale nationale indépendante. La CENI tient à informer le public et les autres acteurs électoraux qu'elle n'a jamais édité de tels documents, a fortiori les mettre en circulation. Elle rappelle que selon les dispositions de la loi électorale, elle est la seule structure habilitée à éditer les spécimens des bulletins de vote. Le moment venu, un arrêté du président de l'institution fixant les caractéristiques de ces bulletins de vote sera pris et tous les partis politiques en seront informés. La CENI décline par conséquent toute responsabilité et rappelle qu'en vertu des dispositions de la loi électorale, les acteurs de pareils actes s'exposent aux sanctions prévues à cet effet. Fait à Niamey le 23 novembre 2015 pour le président de la CENI, le premier vice-président, Maître Kadri Oumarou Sanda. Le député national au titre du parti Modern F. Aloumana Africa, Nassirou Halidou, a déposé cet après-midi sur le bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey une plainte avec constitution de partie civile suite à des interpellations dont il a été l'objet depuis quelque temps qui violent son statut de député avec donc immunité parlementaire. On fait le point avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Adamou Soumana. Il n'est un secret pour personne. Le climat politique du pays est depuis quelque temps délétère avec des vagues d'arrestation des militants de l'opposition et atteindre son paroxysme avec l'interpellation à 2 reprises en l'espace de 72 heures du député national Nassirou Halidou. Une situation qui a amené le groupe parlementaire du Modern Aloumana Africa à faire recours au dernier rempart de la démocratie que constitue la justice. Nous l'avons déposée, elle vient d'être enregistrée au motif qu'il y a une violation de l'immunité parlementaire, il y a une violation de la liberté de parole, il y a une violation de la liberté d'expression, il y a une violation du droit de manifester et c'est contre tout cela que nous sommes venus devant le procureur pour protester avec constitution de partie civile. Nous sommes obligés de venir à la justice, le palais de justice, la justice de la République où tout citoyen honnête et ordinaire peut venir déposer sa plainte. Nous estimons, nous souffrons d'un préjudice dont on nous a fait subir. Nous sommes venus en toute légalité déposer notre plainte. C'est à la justice de nous donner l'assurance qu'on fait faire confiance. Quant à l'issue de cette plainte avec constitution de partie civile, les plaignants se disent confiants. Je ne doute pas qu'elle aura une suite favorable parce que nous l'avons édifié, nous l'avons formulé, articulé la plainte sur la base de l'exécution d'un ordre manifestement illégal. Et quelque part dans cette loi, à l'article 6 de cette loi, il est dit que dans tous les cas, les personnes qui exercent l'action administrative ou disciplinaire, ainsi que le ministère public qui exerce l'action pénale, quand ils sont saisis, sont tenus chacun en ce qui le concerne d'engager des poursuites. Cela veut dire que je ne vois pas d'échappatoire au directeur de la police qui a osé convoquer un député national dont l'immunité n'a pas été levée et qui la police judiciaire, j'allais dire, excusez-moi, merci bien, donc qui a interpellé, interrogé et gardé pendant quelques heures un député dont l'immunité n'a pas été levée. On a l'impression comme si la constitution, le statut des députés, le règlement intérieur, les lois et les règlements de la République ne servent à rien. Ainsi, avec cette plainte, les regards de l'ensemble des Nigériens sont désormais focalisés sur la justice du pays qui doit dire le droit, rien que le droit, pour la bonne marche de la démocratie. Comme nous l'annoncions dans les titres, le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, était ce matin au Centre national de traitement du fichier électoral. Il était accompagné de plusieurs responsables de l'opposition politique nigérienne. À l'issue de la visite, le président du MNSD Nassara, Seyni Oumarou, a déclaré que même après l'élaboration de ce fichier, l'ensemble des partis politiques ont convenu du principe de l'audit de ce fichier avant d'être remis à la Commission électorale nationale indépendante. Le point de cette visite du président du chef de file de l'opposition au Centre national de traitement du fichier avec nos reporters Aboubakar Souley et Michel Deji. S'enquérir de l'état d'avancement de la prise en compte des dernières corrections dans le cadre de l'élaboration du fichier devant servir aux élections générales de 2016
Tel est l'objectif visé à travers cette visite des leaders de l'opposition. Une visite au cours de laquelle le chef de file de l'opposition et ses camarades ont porté haut leurs vœux relativement à l'élaboration de ce fichier. Nous attendons que le travail soit terminé ici, que le travail soit remis au niveau donc du CNF et que le CNF s'occupe, avant de remettre le fichier au niveau de la CENI, que le fichier soit audité et que cet audit soit un audit qui ne soit pas fait par un cabinet national, mais par un cabinet international qui est reconnu par rapport à son expertise dans le domaine de l'audit des fichiers électoraux. Cette recommandation a été acceptée par l'ensemble des partis politiques. Eh bien, je pense qu'elle devient une exigence, pas seulement de l'opposition, mais également de l'ensemble des partis politiques. Aujourd'hui, quel que soit le temps qui reste à courir pour ces élections-là, il n'est pas question pour nous d'aller à des élections sans que le fichier soit audité. Et ça, il est de la responsabilité du gouvernement. C'est eux qui ont créé ce problème-là, peut-être à dessein, et bien c'est eux qui en seraient les principaux responsables. Par rapport aux questions que nous avons eu à poser, nous avons eu des réponses qui nous ont satisfaits, mais nous avons eu également d'autres qui nous ont inquiétés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des responsables. Ils ont quand même juré sur le Saint-Coran. Je pense qu'ils sont conscients. Nous n'avons pas, disons, a priori de doute par rapport à leur intégrité. Mais il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, par rapport à des problèmes comme des listes qui se sont retrouvées, des listes de Hamdallah qui se sont retrouvées à Djindjimé et tout ça, nous leur avons posé les questions. Ils nous ont rassurés que des corrections étaient faites. Mais je pense que tout ça, l'audit doit pouvoir, disons, nous rassurer davantage. Pour les responsables du CFEB, il s'agit là d'une preuve que ce comité est en train de travailler dans la plus grande transparence, contrairement à ce que peut croire une certaine opinion. Ils sont venus constater ce qu'on a sur le terrain. Comme je l'ai dit à d'autres occasions, nous n'avons pas de poussière dissimulée sous le tapis. Donc ils sont venus, ils ont constaté, ils nous ont posé des questions. Il y a des niveaux de satisfaction, mais qu'est-ce qu'on y peut? Donc ils sont satisfaits sur des aspects, sur d'autres non. Mais ça participe vraiment de leur devoir de vigilance. Et je pense que nous n'avons rien contre ceci. La question de l'audit du fichier électoral reste et demeure donc une des plus grandes revendications des leaders de l'opposition politique, sans laquelle ces futures échéances électorales ne pourraient s'annoncer sous de bons auspices à leurs yeux. À partir du lundi 30 novembre prochain, et ce pour 5 jours, les enseignants des instituts des grandes écoles de Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender vont observer un mouvement de grève de 5 jours pour contraindre le gouvernement à adopter le texte complémentaire au statut des enseignants technologues. L'annonce de ce mouvement de grève a été faite ce matin dans une déclaration dont je propose de suivre un extrait. Le 15 janvier 2015, faut-il le rappeler, un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les universités publiques du Niger et notre syndicat. Ce protocole a, entre autres points, porté sur l'adoption des textes complémentaires au statut des enseignants technologues, la prise en charge des formations diplômantes et continues, l'instauration d'une clé de répartition entre les différentes entités des universités de l'intérieur, l'harmonisation de la prime académique et du régime de l'indemnité de logement entre tous les enseignants du supérieur. Aujourd'hui, presque un an après la signature de ce protocole d'accord, force est de constater que sa mise en application n'est pas effective, malgré les multiples démarches entreprises par le syndicat. Parmi les points en suspens, on peut mentionner l'arrêté fixant le taux de ristourne, la question de l'harmonisation de la prime académique et la non-imposition de l'indemnité de logement et l'effectivité de la mise en place des organes de l'EMIC. Face à ce blocage savamment orchestré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les enseignants technologues ont observé une première série de grèves le mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2015, puis une seconde les mercredis 11, jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015. Sans que les autorités rectorales ni ministérielles n'établissent de contact en vue de trouver des solutions durables à nos problèmes. Même les universités nouvellement créées ne sont pas épargnées. À l'instar de l'université de Tillabéri, au niveau de cette dernière,
des enseignants technologues régulièrement recrutés depuis le 16 septembre 2015 et assumant leur charge pédagogique ne sont toujours pas dans leurs droits. Aucun enseignant technologue n'a jusqu'à ce jour perçu son salaire. Cela démontre, si besoin est, du niveau du mépris à l'égard du corps des enseignants technologues, mieux de l'incompétence du ministre et de certains premiers responsables administratifs à gérer nos institutions. Ce qui dénote le peu de crédit qu'il accorde à la bonne marche dans la quiétude et la sérénité des instituts et grandes écoles. C'est pourquoi le BEN-SNEJ annonce une nouvelle grève d'une semaine renouvelable à compter du lundi 30 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le BEN-SNEJ lance un appel au président de la République, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, qui a toujours œuvré pour le développement de l'enseignement en général et de l'enseignement professionnel et technologique en particulier, pour mettre fin à cette situation d'injustice à l'égard des enseignants technologues et du dysfonctionnement des instituts et grandes écoles. Le BEN-SNEJ ne saurait terminer sans présenter ses condoléances aux familles des victimes de la bousculade survenue à Mina et des attaques terroristes dans notre pays et ailleurs dans le monde. La session budgétaire citoyenne qu'organise chaque année l'association alternative Espace Citoyen, la session donc de 2015, a pris fin hier après-midi. Il s'agit d'un forum que l'association organise chaque année en marge de l'examen par le Parlement du projet de loi des finances pour l'année budgétaire qui suit. L'année 2016, donc, le budget de l'année 2016 a été passé au peigne fin par les citoyens au cours des 3 jours qu'a duré cette session. Je vous propose de suivre les impressions d'un des organisateurs de cette session budgétaire citoyenne, M. Abba Hassan, hier après la cérémonie. Le budget 2015, il est de 1785 milliards. On se rend compte que finalement, dans le secteur social en particulier, on a du mal à atteindre les engagements qui ont été pris. Par exemple, l'éducation, on a un engagement d'allouer 25%. C'est ça l'engagement du président de la République. Donc le quart du budget alloué au secteur de l'éducation. On est loin d'atteindre le quart. Cette année, on est entre 14 et 15% du budget qui est alloué au secteur de l'éducation. Donc ça montre quelque part qu'en ce qui concerne le secteur social, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'est aussi des secteurs auxquels les Nigériens tiennent beaucoup. L'éducation est un secteur important pour les citoyens de ce pays. La santé, c'est un secteur très très important. Par exemple, pour la santé, là, l'engagement est d'allouer au moins 10% du budget. Mais là, à l'épreuve, on a du mal à dépasser les 6-7% du budget. Parfois, on a même tendance à régresser. Mais je pense que les Nigériens doivent être capables de se faire entendre sur ce sujet-là, parce qu'en principe, dans une démocratie, le budget doit épouser les contours des préoccupations des citoyens. Nous sommes au Niger, nous sommes un pays qui est presque abonné aux crises alimentaires, où on a souvent du mal à assurer les 3 repas quotidiens. Je pense que les citoyens doivent être capables de dire on veut plus de ressources pour le secteur agricole. Nous sommes dans un pays où l'éducation traverse une crise très très grave. Les citoyens doivent être capables de dire l'école c'est important pour ce pays, on doit mettre plus d'espoir. Et donc pour nous, et c'est pour ça qu'on choisit d'informer les citoyens, de les amener à comprendre les enjeux qu'il y a autour du budget. C'est l'un des outils les plus importants entre les mains de l'exécutif. Pour nous, l'espoir, c'est la possibilité qui est faite pour les citoyens de comprendre les enjeux qu'il y a autour du budget, de s'informer sur le budget et de jouer leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique afin d'influencer les décisions des décideurs sur le budget. Pour moi, l'espoir viendrait de ce côté. Le promoteur du Festival international de la mode africaine, FIMA, était cet après-midi face à la presse pour annoncer le report de l'édition 2015 du FIMA prévu pour s'ouvrir le 25 novembre, c'est-à-dire après-demain. Un report dû à des questions sécuritaires selon donc Alpha Di. Je vous propose de suivre le résumé de ce point de presse avec nos reporters Chebou Guisso et Ousmane Sidikou. Effet boomerang dû à la nouvelle tombée comme un cheveu dans la soupe. Le report à une date ultérieure du FIMA, le Festival international de la mode africaine. Contre mauvaise fortune bon cœur, la nouvelle est accueillie avec beaucoup de tact et de diplomatie. Et je voulais vous dire que ce festival que nous allons aujourd'hui dire que c'est un festival qui devait fêter aujourd'hui ses 18 ans, sa 10e édition. A été reporté. Pourquoi?
a été reporté parce que moi, Alpha Dy, et mon gouvernement, et surtout mon gouvernement, compatit à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, dans le domaine de la paix, et ce qui s'est passé au Mali surtout. Cette compassion a été que je suis obligé d'accompagner mon gouvernement qui a décidé aujourd'hui de reporter le FIMA à une date ultérieure, très prochainement. Un report qui se justifierait pour des raisons liées au contexte sécuritaire à l'échelle nationale, régionale et internationale. Reporter pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à côté de chez moi, au Mali, ce qui se passe aussi aujourd'hui, à côté de chez moi, à Difa, au Tchad, au Cameroun, en France, en Belgique, nous sommes obligés aujourd'hui de donner aussi, nous aussi, notre voix pour que la paix soit totale. Et ce festival est un festival de paix, parce que cette année, elle était dédiée entièrement à la paix. Elle a une dignité humaine, pouvoir amener nos partenaires avec nous pour fêter la paix, fêter la création, fêter la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, mais fêter aussi l'Afrique positive. Pratiquement au dernier virage, les préparatifs étaient pourtant fin prêts, avec l'arrivée des festivaliers dans leur écrasante majorité. L'Association des chefs traditionnels du Niger tient depuis ce matin au Palais des Congrès de Niamey sa 10e assemblée générale au cours de laquelle les textes et règlements intérieurs de l'association seront revus. Il sera également procédé au renouvellement du bureau de cette association. Nasser Seydou et Ousmane Sidikou pour le compte-rendu. L'association des chefs traditionnels du Niger renaît de ses cendres. Les travaux de son 10e assemblée générale après une si longue léthargie s'apparentent à une réinvention pour s'inscrire dans la modernité. Honorabilité rimant avec lourde responsabilité. Une certaine attitude s'impose à eux et ils en sont pleinement conscients. Honorables chefs traditionnels, la fonction que nous occupons doit constituer pour le Niger et son peuple un légitime motif de fierté. Il nous revient donc la redoutable responsabilité d'avoir en toutes circonstances et en tout temps un comportement irréprochable. Il nous incombe en plus de respecter et de faire respecter nos valeurs traditionnelles, de faire preuve aussi d'honnêteté et d'intégrité. Les lois et règlements de la République doivent nous guider dans chacun de nos actes. N'oublions jamais que l'administration d'une communauté recommande patience, écoute, rigueur, équité, auquel il faut ajouter éthique. Dépositaires de valeurs et de sagesse, ces chefs traditionnels bénéficient du soutien des autorités de la 7e République. Sachez que vous avez le soutien des autorités de la République, avec à leur tête son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, conscientes qu'elles sont de votre rôle clé dans l'encadrement de nos populations. Je sais que je peux compter sur vous pour que les populations du Niger vivent en paix et en sécurité, tournées seulement vers le progrès social et la prospérité économique. C'est donc un honneur qui est fait aux dispositions constitutionnelles pour la tenue de ces présentes assises, lesquelles assises seront l'occasion d'examiner les projets, statuts et règlements intérieurs de l'association, ainsi que la mise en place d'un tout nouveau bureau. Conférence de presse ce matin de l'ambassadeur de Chine au Niger. Le diplomate chinois a évoqué la coopération entre son pays et l'Afrique, notamment les importants investissements que fait la Chine sur le continent africain. Soumaïla Abdoulaye et Hassan Saleh Mustafa nous font le résumé. Pendant une trentaine de minutes, le diplomate chinois a passé en revue les différents investissements de son pays sur le continent noir. La Chine a investi et continue d'investir en Afrique dans plusieurs domaines. La santé, les infrastructures, l'économie, l'agriculture, entre autres. La coopération sino-africaine a contribué à plus de 20% de la croissance
africaine, jouant ainsi un rôle important dans la promotion du développement socio-économique et l'amélioration du bien-être en Afrique. Sur le plan des infrastructures, la Chine a construit ou est en train de construire en Afrique 5675 km de chemin de fer et 4507 km de route. D'ailleurs, elle a construit sur le continent africain 14 aéroports, 18 ponts, 12 ports, 64 centrales électriques, 76 stades, 15 palais du Parlement, 34 bâtiments gouvernementaux, 9 centres internationaux de conférences et 200 écoles. Sur le plan du commerce et des investissements, depuis 2009, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique pour la 6e année consécutive. À l'heure actuelle, plus de 3000 entreprises chinoises sont présentes en Afrique. Sur le plan de la santé, la Chine a financé en Afrique 68 hôpitaux et 30 centres antipaludisme depuis 1963. La Chine a envoyé en Afrique 24 500 médecins qui ont réalisé plus de 270 millions de consultations. Sur le plan sécuritaire, la Chine joue également un rôle important. Quelques 30 000 casques bleus chinois sont sur le continent dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Depuis longtemps, la Chine pratique la politique énergique contre le terrorisme avec la coopération de la communauté internationale. Par exemple, chez votre voisin, au Mali, il y a beaucoup de casques bleus. Au Soudan, à RDC Kinshasa, à Sierra Leone, comme dans d'autres pays africains. Je vous ai dit, 90% des casques bleus sont déployés en Afrique. La Chine a participé à ces opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies. Cette sortie médiatique de l'ambassadeur de Chine au Niger est organisée en prélude à la conférence ministérielle et du sommet sur la coopération sino-africaine FOCAC qui se tiendront en décembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Sachez enfin que le Conseil supérieur de la communication a débuté ce matin sa session ordinaire du mois de novembre 2015 avec à son ordre du jour plusieurs points. Le résumé de l'ouverture de cette session avec Ibrahim Abdou et Nasser Dantouf. À l'ouverture de cette session ordinaire du mois de novembre 2015, actualité oblige, il a été d'abord question des différentes interpellations de l'institution par les professionnels des médias et des citoyens inquiets. S'agissant de la première interpellation, relative au soi-disant mutisme du CSC, alors que la liberté de la presse serait menacée, je voudrais ici rappeler tout simplement que le Conseil supérieur de la communication n'est ni un syndicat ni une association, encore moins un groupe de pression. Ceux qui s'attendent à ce que le CSC publie à tout bout de champ un communiqué pour dénoncer, condamner ou exiger je ne sais quoi ne sont pas à la fin de leur déception. Ceux qui rêvent d'instrumentaliser le CSC dans le cadre de leur agenda caché se trompent lourdement. Quant à la deuxième interpellation, elle est relative, comme je l'ai dit, à la diffusion et à la publication de certains propos attentatoires à l'unité nationale et à la cohésion sociale. En tant qu'instance de régulation des médias, cette situation nous interpelle à plus d'un titre. Et nous devons, dans la limite des pouvoirs qui sont les nôtres et dans le respect des procédures suivies devant notre institution, veiller à y mettre fin. À cette session, 6 points seront examinés. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'octobre 2015. 2. Information sur le Conseil supérieur de la communication pendant l'intersession. 3. Examen et adoption du projet de délibération déterminant la procédure de traitement des plaintes, des recours et des saisines d'office du CSC. 4. Réexamen de la délibération numéro 03 du 4 juin 2014 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. 5. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. 6. Questions diverses. L'examen du point 3 va nous permettre de déterminer le canevas
de traitement des plaintes, des recours et des saisines d'office du CSC. Quant au point 4, il nous permettra de corriger les insuffisances de la délibération numéro 03 du 4 juin déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Une minute de silence et de prière a été observée aux victimes innocentes du terrorisme sauvage au niveau international et régional. C'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous donne cette information de dernière minute que nous venons de recevoir. Il s'agit de l'interpellation depuis quelques heures dans les locaux de la police judiciaire de notre confrère directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, M. Suleiman Salha. Il a donc été interpellé il y a quelques heures. On ignore pour l'instant les raisons de cette interpellation. Nous allons bien évidemment revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.